Les débuts de l'intelligence, première partie, chapitre 3. Les conduites sociales. L'étude des conduites sociales, surtout dans des sociétés humaines que l'on dit primitives, quand elles sont en réalité d'un stade psychologique assez élevé, est aujourd'hui fort à la mode. Une thèse présentée surtout par Durkheim et qui a été reprise par beaucoup d'auteurs donne une origine sociale à la plupart des opérations intellectuelles et considère nos idées, nos jugements, nos classifications, nos principes de la raison comme d'origine exclusivement sociale. Il y a sans doute beaucoup d'exagération dans cette thèse qui ne fait pas une part suffisante aux inventions individuelles. Beaucoup de sociétés animales ont existé depuis des siècles sans parvenir aux conduites intellectuelles supérieures. Mais il y a cependant beaucoup de vérité dans ces affirmations simplement exagérées. Les conduites intellectuelles que nous avons à étudier se sont développées chez des hommes et même chez des animaux vivant en société. Et les animaux qui montrent le moins d'intelligence sont ceux qui vivent isolément. L'analyse psychologique des conduites sociales nous montre un progrès sur les conduites perceptives et nous révèle bien des éléments psychologiques qui vont jouer un rôle considérable dans les conduites intellectuelles. Faut-il en conclure que l'intelligence est uniquement un fait social et qu'elle s'explique uniquement par le fait de vivre en société? Les actes d'intelligence contiennent des éléments sociaux parce qu'ils sont des actes supérieurs aux faits sociaux et construits sur ceux-ci. Si nous considérons des édifices assez élevés qui comportent plusieurs étages, il est bien évident que les derniers étages dépendent en quelque manière des étages inférieurs. Le second étage repose nécessairement sur le premier et présente dans son plancher des éléments du plafond du premier étage. Si celui-ci n'existait pas, le second n'existerait pas non plus. Mais on ne peut pas dire que toute la maison dépend uniquement des caves, car dans bien des cas, ces caves peuvent exister seules sans qu'un édifice ait été construit sur elles. Il faut ajouter aux caves bien des choses pour arriver aux étages supérieurs. Au lieu de répéter que l'intelligence dépend des conduites sociales, on pourrait aussi bien dire qu'elle dépend des conduites réflexes sans lesquelles l'être intelligent n'aurait pas pu vivre. Le physiologiste pourrait aller plus loin et soutenir que l'acte intellectuel dépend de la vie du corps et de la vie du système nerveux. Cette exagération ne serait pas plus absurde que celle du sociologue. Disons donc seulement que la vie sociale et les conduites sociales sont des conduites psychologiques intermédiaires entre les conduites perceptives et les conduites intellectuelles, et qu'elles ont préparé le développement de ces dernières. Nous avons autrefois consacré toute une année, 1911, à l'étude des conduites sociales chez les animaux et chez les hommes. Et nous devons maintenant nous borner à rappeler dans ces conduites les caractères qui préparent les actions proprement intellectuelles. 1. Les caractères des actes sociaux. Si nous nous plaçons au point de vue psychologique, nous ne pouvons pas caractériser les conduites sociales par le seul fait, pour des animaux, de vivre en groupe. Des animaux qui se déplacent peu peuvent être réunis par le hasard des naissances ou par des circonstances qui favorisent leur alimentation dans tel endroit. Il faut constater une certaine modification de ces conduites qui les distingue des conduites perceptives précédentes. Ces conduites nouvelles peuvent elles aussi faire partie des instincts, mais il s'agit d'instincts d'un ordre plus élevé. Les actes perceptifs étaient caractérisés par des adaptations à des objets séparés les uns des autres. Un certain schéma perceptif, constitué par des séries de mouvements simultanés ou successifs, était déclenché par une des stimulations émanées de l'objet, mais restait le même pour un objet déterminé
et s'il se transformait, ce nouveau schéma donnait naissance à un objet différent. Les conduites sociales qui se superposent aux conduites perceptives contiennent aussi, naturellement, ces premières adaptations à des objets qui sont ici des êtres vivants particuliers, le plus souvent de la même espèce que l'individu considéré, mais qui peuvent être d'une espèce différente. Un animal social distingue ceux qu'il traite socialement des autres objets, des arbres, des rochers ou même des autres animaux. Et il a d'abord, vis-à-vis d'eux, certaines conduites perceptives. Mais s'il se borne à ces conduites perceptives, il n'a pas encore de conduite proprement sociale. C'est pour cela que j'hésite à fonder les conduites sociales sur le simple fait que les individus d'un groupe social ne s'attaquent pas d'ordinaire, ne se mordent pas, ne se mangent pas entre eux. Il y a bien des objets, et même des êtres vivants, que le même animal n'attaque pas et ne mange pas, et qui ne font pas partie de son groupe social, vis-à-vis desquels il n'a pas de conduite sociale. Il est plus délicat de se prononcer sur les conduites sexuelles et sur les conduites des parents vis-à-vis de leurs petits, que l'on considère souvent comme les premières des conduites sociales. Il est possible que ces conduites sexuelles et parentales aient été le point de départ des conduites sociales, mais elles ne sont pas elles-mêmes des conduites nécessairement sociales. L'acte sexuel ou même l'acte de la lactation peuvent exister comme simple réflexe psychologique. L'objet sexuel, l'animal très jeune, peuvent être de simples objets provoquant des schémas perceptifs particuliers. Il est possible qu'une certaine confusion entre le corps propre de la mère et le corps du petit, qui a la même odeur et le même contact, joue un rôle important. La mère se conduit vis-à-vis de ses petits comme vis-à-vis de son corps propre. Elle les nourrit, les tient propres, les tient au chaud, comme elle fait pour elle-même. Espinasse a déjà proposé pour les soins pendant l'incubation une interprétation de ce genre. Je ne considère les conduites sexuelles comme sociales que lorsqu'elles deviennent plus compliquées. Par exemple, quand le mâle courtise la femelle et quand celle-ci répond à ces conduites du mâle d'une façon particulière. Les conduites parentales ne deviennent sociales que lorsque, aux simples conduites vis-à-vis d'un objet particulier, s'ajoutent des modifications. Par exemple, quand le mâle et la femelle se partagent la besogne de l'éducation des petits. Il y a en effet, chez certains animaux, des conduites nouvelles qui s'ajoutent au schéma perceptif et qui transforment l'objet. Pour désigner cet objet transformé vis-à-vis duquel un animal a des conduites sociales, nous empruntons à M. Baldwin le nom de socius, parce que les mots usuels, semblables, prochains, compatriotes, ont des sens différents et plus restreints. Il s'agit d'un être vivant de la même espèce, ou quelquefois d'une autre espèce, pour qui on a des conduites amicales ou agressives, peu importe, mais toujours plus complexes que les conduites perceptives et de nature particulière. Ces caractères nouveaux des conduites sociales sont assez nombreux, mais nous ne devons, au début, n'en retenir qu'un seul, qui suffira pour séparer ces conduites des perceptives. En plus de leur conduite vis-à-vis du socius considéré comme un objet particulier, avec schéma perceptif d'adaptation à l'objet tout entier, les animaux sociaux adaptent leur conduite aux actes particuliers du socius. Il s'agit, si l'on veut, d'une réaction à l'objet momentanément et superficiellement transformé par les actions qu'il accomplit. Un objet créé par un schéma perceptif doit rester toujours le même, ou bien il se transforme complètement et provoque un autre schéma perceptif. Du pain reste toujours du pain, et ne peut pas devenir du poison, sans cesser d'être du pain, et sans que soit modifié définitivement
toute la conduite perceptive. Un socius aussi peut devenir un ennemi sans cesser d'être un socius, et même plus tard sans perdre son nom. Une vache se sauve toujours devant un lion, qui pour elle n'est pas un socius. Elle ne se sauve que momentanément devant une autre vache du troupeau qui la menace, et continue à rester dans le troupeau avec cette même vache. Je dois modifier constamment ma conduite vis-à-vis d'un socius suivant son attitude, et c'est cette adaptation à l'action du socius qui se présente sous bien des formes dans les conduites sociales et qu'il faut étudier pour les comprendre. Il est plus facile d'étudier les conduites sociales chez les hommes, et on a trop souvent considéré les sociétés de l'Australie et de l'Amérique du Nord comme primitives et comme représentant les premières formes de ces conduites. Cependant, presque toute la vie sociale des hommes est déjà imprégnée d'intelligence. Elle est déjà très compliquée, non seulement par le langage, mais par la croyance, qui nous mettent immédiatement à un stade bien supérieur. Les rites que l'on étudie sont le plus souvent des formes de conduite sociale transformées par le langage et la croyance. On retrouverait peut-être ces conduites sociales primitives dans certaines maladies de l'esprit. Un article de M. Rubinovitch dans le traité de psychiatrie de G. Ballet fait allusion à certains idiots qui ne savent pas parler, mais qui ont déjà des conduites sociales. Ils aiment à être ensemble, ils s'associent dans quelques jeux. On pourrait peut-être rechercher dans les démences des régressions intéressantes des conduites sociales. Mais il faut constater que de telles études sont difficiles et qu'elles ont été jusqu'à présent peu avancées. C'est surtout chez les animaux, à la condition de ne considérer ni les animaux trop inférieurs encore au stade perceptif, ni les animaux trop élevés chez qui l'intelligence élémentaire joue un rôle, que l'on trouvera très nettement les conduites simplement sociales. Les premiers actes vraiment sociaux peuvent être groupés sous le nom d'actes d'imitation. C'est ce que Tarde soutenait quand il disait que la société peut se définir une collection d'êtres en tant qu'ils sont en train de s'imiter entre eux ou en tant que, sans s'imiter actuellement, ils se ressemblent et que leurs traits communs sont la copie d'un même modèle. M. Waxweiler disait aussi « La société est caractérisée par la disposition à l'imitation, à la palinétie qui se trouve dans les plus hautes sociétés comme dans les plus basses. La tendance au panurgisme, la tendance à emboîter le pas, à s'emballer sur un titre à la bourse ou, pour un général, sur un cheval noir, caractérise la société. » Cette conception de Tarde a été critiquée. Pour qu'il y ait des actes d'imitation, disait-on, il faut qu'il y ait déjà une société. Cela est certain. Mais les tendances proprement sociales ne se présentent pas dans les premières formes de la vie. Elles supposent auparavant des tendances réflexes et des tendances perceptives, c'est-à-dire un grand nombre d'instincts qui ont rendu possible, dans certaines conditions, la vie en commun, plus ou moins durable. C'est dans cette vie en commun que se développent des conduites nouvelles, caractéristiques d'une vie sociale, et ces tendances proprement sociales nous paraissent revêtir la forme des conduites de l'imitation. La description des actes d'imitation est fort ancienne. Sans remonter plus haut, on se rappelle que les magnétiseurs français, en étudiant les phénomènes de suggestion, sont arrivés à se préoccuper de l'imitation et en ont fait des peintures bien vivantes. « Regardez paître un troupeau de moutons », disait l'un d'eux. Ne dirait-on pas qu'un réseau invisible unit entre eux tous ces animaux et les entretient dans une parfaite communauté de mouvements et d'instincts? Ils marchent ou s'arrêtent ensemble avec le berger qui les conduit. Tous le suivent, ou se suivent à la file, sans que jamais personne ait songé à leur faire une vertu de ce genre de fidélité. Qu'un pied d'herbe fraîche
suspende la marche d'un d'entre eux, tous s'arrêtent à son exemple. Que le chien, au contraire, harcèle le délinquant, la frayeur que celui-ci éprouve se communique de proche en proche et l'émotion est générale. Tous les moutons, enfin, sont des moutons de Panurge. On doit rappeler aussi, dans le livre de Grosse, la description des jeux imitatifs. L'instinct le plus important chez le jeune mouton, qui se manifeste après l'instinct de téter, est celui qui le pousse à suivre tout mouton qui s'éloigne. Cet auteur décrit ensuite un grand nombre d'oiseaux qui imitent non seulement le mouvement, mais les bruits et les chants. Durkheim nous dit avec plus de précision « Il y a imitation quand un acte a pour antécédent immédiat la représentation d'un acte semblable extérieurement accompli pour autrui, sans que, entre cette représentation et l'opération, s'intercale aucune opération intellectuelle partant sur les caractères de l'acte. » Cette définition de Durkheim me semble intéressante car elle met bien en évidence ce fait essentiel que c'est la perception de l'acte d'un autre qui semble régler l'exécution des actes de celui qui imite. Cette disposition à faire le même acte quand on perçoit cet acte chez un autre a joué un grand rôle dans le développement de la vie sociale. Non seulement elle a rendu plus uniformes les actes des membres de la société et leur a facilité la vie en commun, mais en outre, elle a rendu ces actes plus faciles, plus rapides et plus parfaits, car les actes les plus utiles ne sont plus inventés au hasard par chacun, isolément. Ils sont répétés par tous avec plus de facilité et de rapidité quand ils ont bien réussi chez quelques-uns. La transmission des actions, qui ne pouvait se faire que d'une manière rare et très lente par l'hérédité, se fait maintenant par l'imitation, qui va préparer le commandement et l'instruction. Cette imitation, d'abord instinctive, devient plus tard consciente et réfléchie. Elle joue un rôle dans la sympathie et dans les jugements de ressemblance, comme disait déjà Malebranche. Sans doute Malebranche s'avance un peu trop vite quand il confond trop l'obéissance avec l'imitation et quand il fait intervenir les croyances dans l'imitation des esprits forts par les esprits faibles, mais il est vrai que les actes d'imitation sont au point de départ de l'évolution qui nous conduira aux actes intellectuels et aux croyances. Le point de départ de toute cette évolution est la constitution de l'acte d'imitation chez l'animal qui imite, et il ne faut pas l'oublier, chez l'animal qui est imité. Il ne faut pas croire en effet que ce dernier soit absolument inactif dans l'acte de l'imitation. Non seulement il fait l'acte le premier sans attendre un modèle, mais il accepte, il tolère que les autres le suivent et répètent ses actions. Bien plus, dans bien des cas, il favorise cette imitation en se plaçant à la tête du troupeau dans la marche, en se mettant en évidence, en poussant au début de l'acte un cri particulier que les autres peuvent entendre. Il devient ainsi le meneur et semble percevoir l'imitation des autres car il en jouit et agit plus fortement quand il est ainsi en spectacle. Il y a, dans ces conduites sociales d'imitation, une action et une réaction réciproque qui modifient l'acte lui-même. L'essentiel est toujours que cette modification est déterminée par la perception de ce même acte exécuté par un autre. Dans notre ancienne série de cours sur l'imitation, en 1911, nous étions disposés à chercher le point de départ de ces conduites dans un fait dont nous venons de signaler l'importance à propos des instincts maternels dans la confusion du corps des autres avec le corps propre de l'animal qui imite. La perception d'un acte exécuté par un autre devenait en quelque sorte identique à un commencement de ce même acte par le corps propre. Cet acte
éveillé ainsi de la latence et élevé à la phase de l'érection, pouvait plus facilement se développer. Le réflexe kinesthésique, qui, comme nous l'avons vu, maintient un acte commencé dans la même direction, contribue à maintenir cette activation. Je ne faisais intervenir que postérieurement, comme développement de l'imitation, les inventions relatives à la perception des actes des autres et la recherche d'une certaine ressemblance qui, évidemment, n'existe pas dès le début. Ce rôle, donné à la confusion du corps propre avec le corps du socius, a été vivement critiqué dans un livre remarquable, celui de M. Paul Guillaume, L'imitation chez l'enfant, 1925. M. Guillaume fait surtout observer que le corps du socius n'est pas donné à l'esprit de la même manière que le corps propre. Celui-ci était connu par des sensations internes du mouvement, l'autre était fourni par des sensations visuelles et auditives tout à fait différentes. L'assimilation était impossible. On pourrait discuter un peu cette objection. Le corps du socius n'est pas donné par des sensations. Il est constitué par un schéma perceptif construit sur un ensemble de réflexes. Et le corps propre est probablement un schéma perceptif du même genre. On note souvent, dans des états de délire ou de rêve, la confusion de ces deux schémas. Mais je crois cependant l'objection juste. Ces deux schémas portent sur l'ensemble du corps et ne donnent pas la perception des actes. L'enfant n'a de ses propres actes qu'une notion fort confuse et indirecte, et il ne peut guère les assimiler aux actes des autres. La perception des actes des autres, qui caractérise les conduites sociales, résulte du développement même de l'imitation et n'en est pas le point de départ. M. Guillaume proteste contre le nom d'instinct donné à l'acte de l'imitation, car il ne s'agit pas d'un acte simple, régulièrement donné sans acquisition personnelle de l'être vivant. On parle trop vite de l'instinct de l'imitation à propos d'une ressemblance des actes qui dépend seulement d'une identité de constitution chez la mère et chez l'enfant, de l'identité des actes réflexes ou perceptifs chez les divers socii. Cette discussion, qui n'a pas une grande importance, roule entièrement sur le sens donné au mot « instinct ». Si on décide de réserver ce mot pour des actes très élémentaires, très simples, très réguliers, peu variables et en apparence immédiatement acquis sans expérience personnelle, on peut dire que les actes des stades réflexes et perceptifs méritent seuls le nom d'instinct et l'imitation ne sera pas un instinct. Si on donne à ce mot une extension un peu plus large, en y comprenant des conduites un peu plus complexes et variables, susceptibles de plus d'invention et d'expérience personnelle, mais cependant à peu près identiques chez tous les êtres d'une même espèce, se développant de la même manière et au même âge, et paraissant soumis à l'influence de l'hérédité, on pourra dire que l'instinct s'étend plus loin et englobe une grande partie des actes sociaux et l'imitation en particulier. C'est à cause du vague de ce mot « instinct » que j'ai distingué avec plus de précision les stades psychologiques élémentaires. L'essentiel est de retenir que l'imitation est un acte complexe qui n'est pas donné immédiatement avec le schéma perceptif du socius et qu'il comporte la construction d'actes particuliers d'un stade plus élevé. M. Paul Guillaume prend pour point de départ de la conduite de l'imitation les actes que M. Baldwin décrivait sous le nom d'imitation circulaire, d'imitation de soi-même. Le phénomène de l'imitation est caractérisé par une réaction telle que le mouvement provoqué par la première excitation provoque une nouvelle excitation analogue à la première et qui engendre à son tour un mouvement semblable. C'est une réaction qui tend à maintenir et à reproduire le processus d'excitation.
Un enfant, décrit par Preyer, qui avait trouvé amusant d'ouvrir puis de refermer le couvercle d'une boîte, a répété cet acte 79 fois de suite. Ensuite, l'enfant s'intéresse à un objet extérieur, à la trace noire que laisse un crayon sur le papier, et c'est cette perception intéressante qu'il cherche à reproduire par des tâtonnements et des sélections de mouvements, en tenant au début le crayon n'importe comment. Ce n'est pas l'acte en tant qu'ensemble de mouvements qui est imité, ce sont ses effets, seuls éléments sensibles communs au modèle et à la copie. Et ce n'est que peu à peu que l'enfant s'intéresse au mouvement de la main qui tient le crayon, par dérivation de l'intérêt qu'il portait à la trace noire, puis au crayon. Si l'acte de manger est intéressant, la cuillère devient intéressante, et plus tard la main qui tient la cuillère. La perception des mouvements du modèle ayant acquis par association la propriété motrice, elle la garde même en l'absence de l'objet dont le rôle éducateur est terminé. Il y a toute une évolution, toute une série de découvertes qui amènent la reproduction de la perception des objets, puis la reproduction des mouvements d'autrui. Ces conduites se compliquent de plus en plus. Elles amènent la connaissance des mouvements des autres et celle des mouvements du corps propre. Elles aident à la connaissance et à la représentation de la personne physique et morale qui se construit à l'image de celle des autres et qui réagit sur elle. En même temps, l'individu qui imite apprend à être imité, à tolérer qu'un autre le suive et répète ses mouvements parce qu'il ressent, dans cette perception de l'imitation, une certaine excitation satisfaisante. Bientôt, il arrive à rechercher cette excitation spéciale du être imité et il prend des attitudes qui favorisent cette imitation par les autres. L'animal ou l'enfant parvenu à ce stade d'imitateur a une tendance à faire l'acte dès qu'il perçoit le commencement de cet acte chez le socius. Il imite des actes qui ne sont pas complètement exécutés, qui ne sont que commencés. Cette conduite va être le point de départ des conduites intentionnelles qui réagissent non seulement à l'acte, mais aux intentions des autres à peine manifestées. Elle va être le point de départ d'un phénomène qui va prendre plus tard une grande importance, l'expression puis le signal. Nous désignerons par ce mot le début de l'acte déjà perceptible, déjà provocateur d'imitation, avant que l'acte soit complet. Nous aurons plus tard à insister sur la différence entre le signal intellectuel et ce signal simplement social. Nous n'indiquons ici que le début du signal. De même que l'imitateur apprend à réagir ainsi dès le début de l'acte, celui qui est imité apprend à insister sur ces débuts de l'acte et à transformer la simple expression en véritable signal. Ces conduites d'imitation se perfectionnent en effet par l'effort conscient qui cherche à rendre l'imitation de plus en plus parfaite et qui va jouer un rôle dans la constitution de la ressemblance. Mais il ne faut pas trop confondre les conduites simplement sociales et les conduites intellectuelles élémentaires qui présentent bien des formes de transition. L'imitation se perfectionne en effet par l'effort conscient qui cherche à la rendre plus parfaite et qui joue un rôle dans l'édification de la ressemblance. Mais il ne faut pas rattacher tous ces perfectionnements à la seule imitation, car ils arrivent à sortir des conduites sociales et à prendre les caractères des conduites intellectuelles élémentaires. Ces conduites d'imiter et d'être imité peuvent enfin se combiner. Comme le dit M. Guillaume, l'enfant traite d'autres personnes comme on le traite lui-même, en enfant. Mais il est capable de renverser les rôles, de prendre le rôle des parents, des professeurs, et d'enseigner ce qu'on lui a enseigné. Page 161. Le jeu se prête, comme nous le verrons dans la prochaine étude,
à une alternance des rôles. L'agent devient le patient et l'enfant se perçoit dans la personne de son partenaire, dans le rôle qu'il vient de jouer. Ainsi se forme la notion de deux rôles, agir et pâtir, faire peur et avoir peur, consoler et être consolé. Page 194. Nous voyons commencer ici le caractère double des conduites sociales, qui me paraît très important et que nous avons déjà vu jouer un grand rôle dans les sentiments des malades persécutés. Mais nous n'avons pas à insister sur ce caractère à propos de l'imitation, car nous allons le voir bien plus développé dans les conduites de la collaboration. L'imitation, en effet, est le plus simple des actes sociaux et les conduites perceptives précédentes n'y sont que légèrement modifiées. Comme le disait autrefois Cabanis, un lion qui regarde un oiseau voler n'imite pas un vol. Et Grosse dit aussi, un lionceau qui voit un poisson nager n'aura pas d'impulsion à nager. L'imitation, si on la considère seule, ne crée pas des actes entièrement nouveaux. Elle donne aux actes perceptifs une autre stimulation très intéressante, la vue des actes du socius. Elle excite des tendances qui étaient à la phase de la latence et les fait monter à des phases plus élevées. Elle modifie plus ou moins leurs moyens d'exécution. Un mouton retiré du troupeau mange moins que s'il était resté dans le troupeau. Un enfant remue et joue plus activement s'il est avec des camarades qui courent comme lui. Plus tard, des actes comme ceux du dessin et de la peinture sont effectués plus habilement en reproduisant les conduites d'un maître. Mais l'imitation laisse l'acte entier à peu près tel qu'il était. Il s'agit le plus souvent, dans les imitations simples, de manger, de marcher, de poursuivre une proie, ce qui existait déjà, moins parfait peut-être, dans les actes perceptifs. Il n'en sera plus tout à fait de même dans les actes sociaux plus élevés de la collaboration. L'action sociale la plus importante, celle que je considérais autrefois comme caractéristique du stade social, est la collaboration. Les divers individus du groupe ne font plus tous ensemble exactement le même mouvement comme dans l'imitation. Ils semblent avoir chacun une conduite particulière et différente. Mais l'ensemble de ces actions particulières amène un résultat unique et avantageux pour tous et détermine chez tous un même sentiment de triomphe. Ils semblent s'aider les uns les autres dans une tâche commune dont ils font chacun une part différente. On peut prendre comme exemple la conduite d'une bande de loups qui attaque un troupeau de moutons. Ils se divisent en deux groupes, dont l'un attaque les moutons et cherche à en enlever un, tandis que l'autre, sans paraître se soucier des moutons, attaque le chien, le harcèle et l'occupe pendant que les saucilles prennent le mouton que d'ailleurs ils mangeront tous ensemble. Cette division apparente des actions, malgré l'unité du terme, se retrouve dans toutes les sociétés un peu supérieures. Les fourmis ou les abeilles, qui ne cherchent au fond qu'à entretenir la vie de la fourmilière ou de la ruche, sont divisées en groupes distincts qui ont des fonctions différentes. Les unes s'occupent de la propreté de la maison, les autres de son approvisionnement, celle-ci du soin des larves, celle-là de la défense contre les ennemis, etc. Les exemples et les variétés de cette collaboration peuvent être multipliés indéfiniment. Certains animaux sont capables non seulement de défendre le groupe, mais de donner à un socius des soins particuliers. Dans la thèse curieuse de M. Bouchinet, Les états primitifs de la médecine, 1890, on trouve beaucoup d'exemples qui nous montrent chez les animaux non seulement un instinct de soigner eux-mêmes, mais encore, quoique plus rarement chez des animaux sociaux, un instinct de se secourir les uns les autres.
Ces actions de surveillance et d'assistance mutuelle que nous avons étudiées autrefois se rattachent aux conduites de collaboration. Cette collaboration, en effet, peut prendre toutes les formes. M. Waxweller y rattache toutes les formes de connivence, de conjuration, de complot, de coalition, etc. Nous verrons plus tard comment cette collaboration engendre les actes si importants du commandement et de l'obéissance, comment elle donne naissance au langage. Des actes de collaboration de ce genre, déjà bien complexes, me semblent dériver de plusieurs conduites précédentes. Ils présentent ce caractère des conduites perceptives qui ne sont pas entièrement déclenchées tout d'un coup, mais qui ont besoin, pour arriver à la consommation, de plusieurs stimulations successives. Ils présentent aussi ce caractère que nous venons de noter dans les conduites sociales, c'est que l'acte entier, ou plutôt le schéma total de l'acte, est éveillé par le signal, par les premières manifestations de l'acte chez les socii, avant que l'acte soit réellement consommé. L'animal ne prend chez les socii que ce signal de l'acte, puis il l'imite plus, il exécute l'acte à sa manière et y joint ses propres inventions. Dans l'acte d'assistance, on peut admettre qu'une certaine attitude du socius affamé éveille le schéma de l'acte de manger. Mais l'acte de manger soi-même n'est pas le même que l'acte de faire manger un autre. Il y a une transformation et une invention à propos de l'acte primitif de manger. Ces exécutions partielles de l'acte total, que chacun réalise à sa façon, ont dû être très nombreuses et souvent très inefficaces. Nous verrons plus tard, à propos de l'intelligence des singes, que ces animaux essaient de faire une action en commun, mais qu'ils collaborent très mal et souvent se gênent les uns les autres. Beaucoup de ces actions particulières ont été éliminées, les plus utiles seulement, celles qui servaient réellement à l'œuvre commune, ont été conservées. Nous avions signalé autrefois, à propos de nos cours sur l'imitation, un livre curieux et amusant de Madame Mary Austin, La psychologie du troupeau. Ce petit livre décrit d'une manière pittoresque certaines conduites des animaux dans les grands troupeaux. Nous savons que dans les troupeaux qui errent sur les montagnes, une certaine vache porte une cloche et marche toujours en tête. On ne l'a pas choisie pour cet honneur. Elle s'est désignée elle-même. Car dans ces troupeaux, il y a des animaux, toujours les mêmes, qui marchent en tête, et d'autres qui ont l'habitude de suivre à la queue du troupeau. Cette habitude est si bien ancrée que l'on ne peut leur faire changer ses positions respectives. Jamais l'animal qui s'est placé derrière ne consentira à marcher à l'avant-garde. Ce petit livre nous signale un cas embarrassant. Le troupeau s'est engagé dans une impasse et se trouve devant un mur. Il faut reculer et faire tête-queue. Mais cela est très difficile, car les animaux qui sont en queue ne consentiront jamais à se retourner et à marcher les premiers. Il faut que les animaux de tête qui se trouvent devant l'obstacle passent au travers de tout le troupeau pour reprendre la tête dans la direction opposée, et que tous les autres animaux se retournent successivement. Cette disposition chez les uns à marcher les premiers et chez les autres à marcher à la suite est la première manifestation des tendances hiérarchiques qui vont se superposer aux conduites d'imitation et les transformer. C'est le point de départ de la céphalisation sociale, c'est-à-dire des processus qui aboutissent à créer parmi les membres d'une troupe une subordination de la majorité des individus à une minorité ou même à un seul. Waxweller, Esquisse d'une sociologie, 1906, page 221. Dans les sociétés plus simples que nous venons de décrire, les membres du groupe s'imitent les uns les autres sans qu'un individu particulier semble particulièrement désigné pour marcher le premier. Le rôle de chef ne paraît pas étroitement lié à l'individu.
Si celui qui jouait un rôle disparaît, un autre prend sa place, et les autres animaux se comportent vis-à-vis de lui comme ils faisaient vis-à-vis du premier chef. Dans les sociétés plus élevées, le rôle de chef est davantage lié à l'individu et à ses qualités personnelles, et quand il disparaît, il y a dans le groupe un manque et un désordre. Cette acceptation de la supériorité n'est pas encore la véritable obéissance, puisqu'il n'y a pas de commandement formulé par le langage, mais elle suppose cependant une conduite complexe de collaboration. Le schéma total de l'acte est subdivisé et le sujet considère l'acte du chef comme une partie de l'acte total et sa propre action comme une autre partie. Mais, en outre, il donne toujours à chacun une même partie et il se réserve à lui-même la conduite qui se rapproche le plus de l'imitation. La répartition s'est systématisée et nous voyons naître la distinction du chef et du sujet, des adultes et des jeunes. Nous voyons se développer le dressage des jeunes qui préparent l'éducation et l'enseignement. Cette distinction des rôles étant bien établie, l'attribution de ces rôles à l'un plutôt qu'à l'autre est loin d'être immédiatement fixée. Elle n'est pas encore le résultat d'un instinct bien établi. Il faut que les différents membres du groupe reconnaissent nettement et continuellement l'un d'entre eux comme chef ou comme sujet. Et il faut que cet individu lui-même accepte cette situation et prenne l'habitude de jouer le rôle qu'elle comporte sans chercher à le changer. Dans certains cas, cette répartition des rôles est déjà faite par des conduites précédentes des uns et des autres, et elle est acceptée. C'est ce qui se passe, comme nous l'avons souvent remarqué, pour des individus âgés, faisant depuis longtemps partie du groupe, pour ceux dont la situation est en quelque sorte officielle, c'est-à-dire déjà admise par tous. Ces individus jouent leur rôle de chef ou de sujet d'une façon en quelque sorte automatique, sans action spéciale pour le modifier. Mais dans bien des cas, cette répartition officielle n'est pas encore faite d'une manière systématique et définitive. Les jeunes, les nouveaux venus dans le groupe, n'ont pas encore une place bien déterminée, ni aux yeux des autres, ni pour eux-mêmes. Il faut qu'ils prennent cette place, qu'ils sachent l'acquérir, la conserver et la faire reconnaître par tous. Certains individus acceptent facilement des places subalternes qui conviennent à l'état de leurs forces et à leurs sentiments. Mais un grand nombre ambitionne des situations supérieures qui paraissent présenter des avantages. Plusieurs cherchent à marcher en tête du troupeau, quoique cette position ne puisse être occupée que par un seul. L'un fait obstacle à l'autre. Les sentiments de l'effort, de la colère, interviennent dans la régulation de l'acte et une lutte commence pour obtenir des autres socii la situation prédominante. Cette lutte prend bien des formes, depuis la simple concurrence sexuelle, la lutte pour marcher en tête, jusqu'à l'effort pour provoquer l'admiration, pour acquérir du prestige. Il est douteux, disait Tarde, que les premiers chefs aient toujours régné par la force, la terreur ou l'imposture. Leur pouvoir tenait plutôt du prestige et d'une sorte de don magnétique. Toutes ces opérations variées, qui ont pour but d'acquérir et de faire reconnaître par les autres une place dans la hiérarchie sociale, constituent ces conduites de valorisation sociale que nous avons si souvent étudiées. Rappelons seulement que ces actes de valorisation sociale, comme toutes les conduites difficiles, peuvent présenter bien des troubles chez ceux qui les exagèrent, qui cherchent toujours à imposer leur domination, et chez ceux qui n'arrivent pas à poursuivre assez loin ces luttes sociales et qui souffrent de tous les troubles de la timidité. C'est là, comme nous l'avons vu l'année dernière, le point de départ de bien des obsessions et de bien des délires. Cet acte de valorisation difficile
provoque des efforts exagérés chez le dominateur et des peurs chez le timide. Il amène la réaction mélancolique de l'échec chez le persécuté, avec une disposition à l'objectivation sociale et intentionnelle qui est le point de départ des délires.